20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette principale édition. Tout de suite, les titres. Saint-Louis, interdit de festival cette année. Décision prise par les autorités pour des raisons de sécurité. Du côté des organisateurs, la déception, le sentiment le mieux partagé. Maître Ibrahima Diop, président du Saint-Louis Jazz Festival, affirme que l'événement aura lieu malgré les injonctions des autorités. Le pôle urbain de Diamniadio s'enrichit avec une nouvelle infrastructure dédiée à la culture. Le chef de l'État compte y implanter une école nationale des arts et de la culture. Annonce faite ce 3 mai à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du Dakar 2016. La Biennale de l'art contemporain fête ses 12 ans. 2 ans après sa signature, le pacte de stabilité entre État et syndicats entre dans sa phase de mise en œuvre. Des dispositions ont été prises pour en assurer suivi et évaluation, mais elles ne rassurent pas Sidi Ndiaye. Le secrétaire général de la FGTS fustige des lenteurs dans sa mise en œuvre et la non-implication des acteurs concernés pour l'évaluation de ce pacte. Mouvement d'humeur au lycée Lamine Gueye de Dakar. Les élèves ont décrété 72 heures de grève. Un mot d'ordre pour marquer leur mécontentement suite à une rétention des notes effectuée par le corps professoral. Une rétention leur ayant empêché de se présenter à différents concours. Enfin, ce 3 mai, l'adoption du Code de la presse au cœur de la célébration de la Journée mondiale dédiée à la liberté de la presse. Les principaux acteurs plaident en faveur de la mesure qui est selon eux une nécessité pour apporter solution aux différents maux qui gangrènent le secteur. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons avec Saint-Louis. Les autorités locales viennent de jeter un pavé dans la mare en interdisant la tenue du festival de jazz pour des raisons de sécurité. Une décision que l'association Saint-Louis Jazz Festival ne compte pas accepter. En conférence de presse, ses membres annoncent que le festival aura bel et bien lieu, quelle que soit la décision du gouverneur. Et à ce propos, écoutons Maître Ibrahima Diop, président de Saint-Louis Jazz Festival. Ses propos sont recueillis par Ousseynou Diop et Habib Sek. Heureusement qu'il y a des modes conventionnels de règlement des conflits. Hein? Un arrêté est un arrêté. Il peut être rapporté par celui qui l'a pris, ou bien on peut le faire rapporter aussi. Nous n'entrons pas dans ce détail-là. Nous voulons que le Saint-Louis Jazz organise le festival pour le bonheur de Saint-Louis et pour que Saint-Louis continue d'être une ville phare au Sénégal et dans le monde, d'autant que l'UNESCO est patrimoine de l'UNESCO. D'autant que Marcus Miller, ambassadeur de l'UNESCO pour le jazz, doit vous dire. C'est extrêmement important. Mais une demande si ça va s'organiser ou pas, on veillera à ce que ça s'organise. Nous, d'après les échos qu'on a reçus, on est sûr que cela se fera. On est quasi certain. Maintenant, la décision ultime de retrait de l'acte administratif dépend de l'administration, pas de nous. Bientôt, la construction d'une école nationale des arts et de la culture, annonce faite par le chef de l'État, c'était ce mardi à la cérémonie d'ouverture de la 12e édition de la Biennale de l'art contemporain, le Dakar 2016. Le président Macky Sall a porté son choix sur le pôle urbain de Diamniadio pour abriter l'infrastructure. Je vous propose d'écouter le président de la République au micro d'Ibou Diouf. La restauration en cours des nouvelles éditions africaines du Sénégal, les NEAS, un patrimoine national et africain. La relance en 2016 du Grand Prix du Président de la République pour les arts et les lettres. La construction prochaine, vous l'avez rappelé, de l'École nationale des arts et métiers de la culture sur le site du pôle urbain de Diamniadio. La décision de mise en place d'un fonds de développement des cultures urbaines avec une dotation initiale de 300 millions de francs. Et c'est donc au Théâtre national Daniel Sorano qu'a eu lieu la cérémonie de lancement du Dakar 2016. Au total, 65 artistes en provenance de 24 pays étrangers vont exposer leurs œuvres dans différents sites. Des pèlerins biennalistes heureux de participer à ces grands moments d'échange et de culture. Ibou Diouf.
Même aux alentours, il y avait eu de l'ambiance. Un théâtre national Daniel Sorano des grands jours, l'ouverture officielle du Dakar où la Biennale de l'art contemporain a mobilisé un beau monde avec la symbolique des sites retenus. Le premier lieu de symbole, c'est le palais de justice, où a eu lieu la première exposition du premier festival mondial des arts nègres. Palais de justice qui a été totalement abandonné. L'autre espace, c'est la gare de Dakar. Là également, vous allez voir que ça a été remis en état et ça va constituer le village des arts. Ces acteurs culturels sont tous convaincus qu'au fil des éditions, la Biennale de l'art africain contemporain doit prendre de l'ampleur et devenir un rendez-vous des arts du monde. Dakar 2016 est aujourd'hui ce rendez-vous de l'identité culturelle et de la créativité artistique de l'Afrique. Dakar 2016 traduit l'union et la solidarité de ceux qui ont avant tout cette capacité artistique, cette passion des œuvres d'art et cette ambition de faire de la Biennale des Arts de Dakar notre fierté. Je voudrais vous inviter à une méditation positive et constructive sur l'avenir de ce grand événement, afin qu'il continue, par le biais de ses créateurs, à réenchanter notre monde si troublé. La 12e édition du Dakar, une résonance de la créativité. 65 artistes de 24 pays sont attendus. Des expositions internationales dont l'un des thèmes principaux est réenchantement. Parlons éducation à présent. 2 ans après sa signature, le pacte de stabilité entre État et syndicats entre enfin dans sa phase de mise en œuvre. Des organes pour en assurer le suivi et l'évaluation viennent d'être mises en place. De toutes nouvelles dispositions qui toutefois ne convainquent pas Sidi Ndiaye. Le secrétaire général de la FGTS continue de fustiger des lenteurs dans la mise en œuvre du pacte tout en s'indignant de la non-implication des acteurs concernés. Fatou Bintou Conté. Le pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique a été signé en 2014 entre le gouvernement et les centrales syndicales. Pour sa mise en œuvre, des organes de suivi et d'évaluation ont été mis en place. La réunion d'aujourd'hui nous a permis, par les propos justement et l'introduction du ministre du Travail, de faire l'évaluation du plan d'action qui est issu du Conseil présidentiel du 21 avril 2015, puisque ce plan d'action est un levier important de transformation des relations professionnelles. Les centrales syndicales, comme je l'ai dit, se sont félicitées de cette revue et de l'évaluation de ce plan d'action. D'ailleurs, une rencontre d'évaluation du plan d'action a été organisée entre les parties prenantes où des mesures fortes ont été prises. À l'issue de la rencontre, certaines mesures fortes ont été retenues. Après l'installation des organes d'évaluation et de suivi du pacte, le Premier ministre a demandé au ministre du Travail de coordonner une série de réunions sectorielles. Ces réunions devront porter sur les questions relatives au monde de l'enseignement supérieur. Mais Sidi Ndiaye de la FGTS, la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, s'indigne que plus d'une dizaine de syndicats ne soient pas conviés à cette rencontre. D'ailleurs, il met en garde le gouvernement quant au partage de la subvention allouée aux syndicats cette année. J'ai tenu à rappeler au gouvernement qu'on n'a pas compris que l'ensemble des organisations syndicales qui ont signé le pacte ne soient pas conviés à cette rencontre. Manifestement, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et je l'ai rappelé au Premier ministre. Cette année, le gouvernement a décidé que la 2e conférence sociale va porter sur les réformes dans le secteur des retraites. Nous restons dans le monde de l'éducation. Je vous l'annonçais donc en titre. Les élèves du lycée Lamine Gueye décrètent 72 heures de grève à l'origine de leur mouvement d'humeur, le retard dans la délivrance de leur bulletin de notes. Une rétention lourde de conséquences pour ces derniers. Bon nombre d'entre eux se plaignent de n'avoir pu passer les concours, faute de pouvoir prouver qu'ils ont régulièrement suivi les cours du premier semestre. Aminata Mbaresso, Mounou Diop les ont rencontrés. Reportage. C'est le vide total au lycée Lamine Gueye de Dakar. Les élèves ont déserté les salles de cours depuis 2 jours. Ils protestent contre la rétention des bulletins du premier semestre. On a composé du 1er au 5 février. Jusqu'à maintenant, pas de bulletin. Des fois, quand je rentre chez moi, mes parents me demandent même qu'on m'a donné mon bulletin et je l'ai caché pour ne pas montrer. Les évaluations du premier semestre ont eu lieu depuis février.
2 mois plus tard, difficile pour le proviseur d'organiser les conseils de classe. Jusqu'au mois de mai, si on ne parvient pas à délivrer les bulletins du premier semestre, il se pose un problème d'information des parents, parce que les parents ne sont pas informés par rapport au travail des élèves. Il se posera le problème de rémédiation, parce qu'un élève qui a une bonne note, certes, donc une bonne moyenne n'a pas trop de soucis, mais les élèves qui ont de mauvaises moyennes n'ont pas le temps vraiment de mettre le paquet sur les lacunes pour pouvoir se rattraper pour le deuxième semestre. Un état de fait lourd de conséquences, aussi bien du côté de l'administration que du côté des élèves. Beaucoup de concours, on leur réclame les bulletins du premier semestre. Des élèves qui n'ont pas pu faire les préinscriptions, parce qu'en fait, c'est des documents qu'on demande aussi dans les préinscriptions, qui font que ces élèves-là ont été pénalisés par ce mouvement. Ils n'en peuvent plus. Ces élèves craignent pour leur avenir. On risque une année blanche parce que si les cours ne sont pas réguliers, on ne peut pas concevoir que les élèves passent en classe supérieure sans pour autant maîtriser la classe précédente. L'année scolaire, c'est 9 mois. Et maintenant, en ce moment-là, les cours, le mois, on peut dire que c'est 6 mois parce que c'est presque 3 mois de grève. Entre débrayage, grève et rétention des notes, ces élèves du public vivent dans un désarroi permanent. Pour eux, au rythme où vont les choses, l'année académique risque d'être compromise. Autre mouvement d'humeur, cette fois-ci, celui des élèves de l'INEFJA. Les non-voyants ont arpenté les rues de Thiès pour exprimer leur colère et exiger de meilleures conditions d'études et de vie. Interrogé, le directeur de l'école a balayé d'un revers de main les accusations des élèves. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. L'adoption du code de la presse, c'est la principale doléance faite par les concernés en ce 3 mai, date de célébration de la journée mondiale dédiée à la liberté de presse. Selon la coordination des associations de presse, seul ce code peut apporter solution aux différents maux qui gangrènent le secteur. Un reportage signé Mamadou Fall et Mohamed Dian. L'adoption du nouveau code de la presse est la demande de la coordination des associations de presse du Sénégal à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de presse. Réunis autour d'un panel, les acteurs se sont penchés sur l'absence de politique structurante pour les médias au Sénégal. Il faut dire qu'au terme du projet de code de la presse, nous essayons quand même de réglementer l'accès à la profession, puisqu'il y a beaucoup de corps de métiers qu'on ne peut pas pratiquer sans information préalable. Mais on a remarqué qu'au Sénégal, le drame, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se prévaloir du titre de journaliste, puisque la définition qui nous régit est tellement ouverte. Elle dit qu'elle est considérée comme journaliste celui qui tire le maximum de ses revenus de la pratique de ce métier. Ce qui veut dire qu'autrement, que n'importe qui peut du jour au lendemain devenir journaliste. Et il y a une conception populaire qui pense que les gens se reconvertissent journalistes en ayant épuisé leur cartouche dans la vie pour s'offrir une nouvelle chance dans la vie. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de mettre en place des garde-fous pour que l'accès à la profession quand même puisse être réglementé et que les gens aient un minimum requis pour pratiquer ce métier. La précarité de certaines rédactions rend vulnérables beaucoup de journalistes. Des leçons d'éthique et de déontologie doivent être instaurées en permanence dans ces rédactions. Les conditions de travail sont exécrables. Il y a beaucoup d'entreprises de presse. Mais il n'y a pas beaucoup de moyens. L'écrasante majorité des reporters sont dans des conditions extrêmement précaires. Pas de contrat, pas de bon salaire, pas de formation. Et donc, tout est vraiment aléatoire. Cette journée mondiale de la presse doit amener les autorités à adopter le nouveau code de la presse afin de régler tous ces maux qui gangrènent ce corps de métier. La célébration de la journée mondiale dédiée à la liberté de presse, un prétexte saisi par la rédaction pour s'intéresser au travail des correspondants régionaux. Nous nous sommes rapprochés de nos confrères à Saint-Louis, dans la vieille ville. Ils nous en disent un peu plus sur la pratique de leur métier au quotidien. Reportage. La journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée partout dans le monde. À Saint-Louis, les correspondants saluent l'initiative. Une impression qui me plonge un peu dans le doute et dans le désespoir, dans la mesure où cette journée est célébrée à travers le monde pour un peu que les gens s'arrêtent sur les conditions de travail des journalistes. Les journalistes qui sont dans la région de Saint-Louis sont surtout confrontés à plusieurs difficultés et pourtant chaque jour, ils trouvent les moyens pour apporter le soutien à leur rédaction afin de participer au menu des éditions.
Parmi les difficultés figure en priorité l'accès difficile à l'Internet pour leurs envois et l'insuffisance de l'outil de travail. Les communications se font souvent par téléphone, par Internet, et on est en général loin des salles de rédaction, même si nous sommes toujours en contact permanent. Et aussi, il y a souvent des problèmes peut-être de conditions de travail qui se posent généralement pour les correspondants, parce que nous ne disposons pas de bureaux qui nous accueillent pour le travail que nous effectuons après une collecte sur le terrain. Depuis quelques années, les journalistes des régions ne peuvent plus accéder à l'aide à la presse. Cet argent leur permettait surtout d'acheter le petit matériel. Même le cyberpresse acquis sous l'ère Abdoulaye Wade est abandonné. La raison est simple, les correspondants ne peuvent plus payer le loyer. À Saint-Louis, d'ailleurs, à l'époque, le questeur de l'Assemblée nationale nous avait adressé une correspondance pour magnifier le travail extraordinaire sur la gestion de ces cyberpresses. Mais hélas, avec le régime actuel, tout a été bafoué. Et certainement, c'est avec la complicité de certains patrons de presse qui ont pu nous couper, nous sevrer complètement de cette aide de presse, alors que cette aide de presse servait à régler la précarité des conditions de travail des journalistes correspondants qui sont dans les régions. Ici, sur le plan local, les journalistes ne se sentent pas, en tout cas, dans leur peau. Il faudrait peut-être qu'on essaie de voir dans quelles conditions améliorer en tout cas leur traitement, essayer de faire de véritables travailleurs. Pour toutes ces raisons, il appelle le ministre de la Communication à prendre en compte les correspondants des différentes régions. Ils invitent aussi le chef de l'État à les accompagner dans ce combat. C'est le moment de lancer un appel et aussi de lancer un appel à l'endroit du chef de l'État et aussi du ministre de tutelle pour qu'on puisse revoir toutes ces conditions de travail des correspondants de presse. Mais aussi, c'est l'occasion pour nous de rappeler que nous avons eu des acquis avec le régime de Wade, parce que sous le régime de Wade, avec bien sûr la pulsion du ministre d'antan, il s'agit bien sûr de Bakar Dia, on a eu à bénéficier des cyberpresses. Pour tous les journalistes rencontrés, cette journée du 3 mai est importante. Seulement, ils demandent aux différents responsables des rédactions d'apporter le soutien aux correspondants régionaux. À Sédhiou, la situation des correspondants régionaux n'est guère plus reluisante. De mauvaises conditions de travail sont fustigées par les journalistes qui font le parcours du combattant pour relayer l'information. Dans cette partie du Sud également, ils sont nombreux à déplorer le fait que le projet de cyberpresse initié par le président Abdoulaye Wade n'ait pas été suivi par son successeur, le chef de l'État Macky Sall. Bakary Konté et Salah Samb pour le compte-rendu. Les correspondants de presse travaillent dans des conditions très difficiles. Ici à Sédhiou, en tout cas, j'allais même dire en Casamance, travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, pour ne pas dire inhumaines. Chaque jour, nous risquons notre vie dans des embarcations de fortune pour rejoindre l'autre rive gauche du fleuve Casamance, où se trouve le département de Goudomp. Chaque jour, nous risquons notre vie sur les cercueils roulants qui sont les véhicules de Sédhiou. Il déplore la fermeture des cyberpresses installées par Maître Abdoulaye Wade. Je voudrais aussi lancer un appel au président Macky Sall qui veut confiner et immobiliser les fonds d'aide à la presse à Dakar. De grâce, s'il ne peut pas faire mieux que Wade, qui avait effectivement donc installé des cybercafés régionaux, qu'il ne fasse pas moins. Il joue un rôle important dans la recherche de la paix et le développement. Dans le concept de développement participatif, la presse contribue de manière très large à diffuser les messages donc, de mobilisation, d'engagement pour véritablement un engagement citoyen dans le développement de façon générale. Mais au contexte de la région sud aussi, il faut signaler qu'il y a la recherche de la paix jusqu'ici et la presse également contribue à mobiliser aussi bien la presse mainstream que donc les radios communautaires également. Le traitement de certains sujets pose problème. Il s'agit de la coupe de bois, de la coupe abusive de bois qui est devenue une problématique très réelle et qui aujourd'hui donc nécessite une attention particulière. Et le journaliste en traitant l'information sur la coupe de bois n'est pas à l'abri de menaces. Une fois sa sécurité est mise en cause. Vous prenez également le trafic de drogue. Vous savez que la région de Sédhiou est devenue une zone de transit entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Donc là aussi le fait de dénoncer véritablement ces saisies régulières. Les correspondants régionaux de Sédhiou demandent aux patrons de presse d'améliorer leurs conditions de travail.
Un conseil interministériel pour se pencher sur la situation des malades mentaux. C'est ce que réclame Ansoumana Dione, le président de l'ASAM. L'association qui les regroupe estime à 3000 le nombre de malades mentaux qui errent sur le territoire national. À cela s'ajoute une faible capacité d'accueil du seul centre conçu pour les prendre en charge. C'est dire que le mal est profond. Pour le patron de l'ASAM, il est temps que les autorités trouvent solution à cette question de santé publique. Salisso Asmalik Diop. Un malade mental errant qui danse, l'image ne choque point. Les pensants l'ignorent ou presque. Ils ont l'habitude de voir pareille scène. Tristement, les malades mentaux font partie du décor. L'heure est grave, déplore leur président qui ne cesse de voir leur nombre augmenter de jour en jour. En 2013 déjà, ils étaient 2192 exactement. Mais aujourd'hui, j'avoue que le chiffre doit dépasser les 3000 à errer dans les rues. La question de l'errance des malades mentaux nécessite obligatoirement un conseil interministériel. Un sérieux problème de prise en charge des patients se pose. L'unique centre psychiatrique de la banlieue a une faible capacité d'accueil. L'hôpital a une capacité d'accueil de 225 lits. Il y a des difficultés, certainement parce que nous nous sommes rendus compte au cours de ces dernières années aussi que nos taux d'occupation ont considérablement augmenté. Il nous arrive de vouloir hospitaliser un patient et de ne pas avoir de lit. Améliorer les conditions de séjour des malades mentaux reste une priorité, car leur présence dans la rue est source de désagréments. Parfois incriminés, les malades mentaux errants sont le plus souvent victimes de la circulation de la route, victimes de viols suivis de grossesse, victimes de sacrifices rituels. Comment en sont-ils arrivés là? Pour ce psychiatre, 70% des pathologies tournent autour de 3 facteurs. Les schizophrénies, les paranoïas, et après nous avons les accès maniaques, les troubles de l'humeur. Mais en troisième pathologie, on tombe sur tout ce qui est troubles liés à l'abus de drogue. La santé mentale des populations, une équation à plusieurs inconnues qui fait parfois perdre la raison. Direction Saly Portudal, à présent, la station balnéaire se barricade pour parer à toute éventuelle menace terroriste. Il faut dire qu'avec les attaques de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, l'inquiétude et la psychose étaient palpables chez les touristes. Des touristes qui se font d'ailleurs de plus en plus rares. Et bien, pour remédier à cette situation et rassurer les clients, des dispositions ont été prises. La sécurité a été renforcée, la vigilance est de mise dans tous les hôtels et autres lieux d'hébergement. Reportage sur place, Ousseinou Thiam et Bira Diagne. Face au contexte d'insécurité qui préoccupe toutes les localités touristiques, la vigilance est de mise dans la station balnéaire. Au niveau des établissements hôteliers, tous les véhicules qui y entrent sont systématiquement fouillés. Chaque véhicule qui arrive, nous le fouillons pour s'assurer qu'il ne transporte aucun produit ou objet suspect. Nous l'exigeons à tout le monde. Et s'il y a des réticences, ou quelqu'un qui tergiverse, on appelle directement la police ou la gendarmerie. Dans les hôtels, la sécurité et la surveillance sont renforcées. La sécurité a été renforcée quand même ces temps-ci. À la plage, il y a des caméras. Partout où tu passes, il y a des caméras. La sécurité a été renforcée doublement. Même disposition au niveau de la plage où vigiles et forces de l'ordre en tenue civile assurent la sécurité des lieux. S'il y a des problèmes, les gens de sécurité, ils viennent nous dire, nous le SAPCO. C'est nous qui devons partir là vers la gendarmerie pour appeler la gendarmerie. On est beaucoup plus vigilants, ouais, sincèrement. Ouais. Tous les hôtels que tu vois maintenant, devant la porte, il y a des gendarmes qui montent là-bas. Ouais. Des dispositions sécuritaires qui rassurent visiteurs et touristes. Je suis en vacances ici et je me sens en sécurité sur cette plage. Je suis rassurée, il y a des gardiens partout en plus. Et il n'y a aucun problème. Tout va bien. Oui, tout se passe très bien. À l'hôtel, tout le monde est vraiment très gentil, très souriant. La sécurité est vraiment top au niveau de l'hôtel. Des hôteliers et des responsables d'hébergement qui se réjouissent tous des dispositions prises par les forces de l'ordre qui depuis quelque temps multiplient les patrouilles et les rondes pour garantir la sécurité dans cette zone très prisée par les touristes en cette fin de saison.
Allez, retour dans la capitale, Dakar, qui abrite une conférence sur la Grande Muraille Verte. L'agence du NEPAD pour l'Afrique de l'Ouest et la Commission de l'Union africaine en sont les initiateurs. Objectif, trouver les voies et moyens pour lutter de manière efficace contre la désertification en Afrique. Compte rendu signé Pape Faraning. L'initiative de la Grande Muraille Verte, une réponse globale africaine aux défis environnementaux, est là pour ambition de contribuer à l'éradication de la pauvreté, d'assurer la croissance et le développement durable. Les scientifiques auront leur mot à dire sur comment ils voient cette Grande Muraille Verte et également entrevoir leur financement aussi, qu'ils sous-estiment souvent. Parce que justement le côté scientifique paraît à leurs yeux donc négligé, quoi. Donc, un projet de développement intégré, multisectoriel, avec plusieurs activités. Évidemment, on restaure l'environnement en faisant des activités de reboisement, des activités de récupération de terres. Le rétablissement de la viabilité des écosystèmes et les systèmes productifs dans les zones rurales, l'agence du NEPAD pour l'Afrique de l'Ouest est très optimiste pour atteindre l'objectif d'ici 2025. Ce qui est important, l'engagement des chefs d'État et de gouvernement qui tous se sont engagés à tenir évidemment la feuille de route. Au terme de 2025, nous sommes sûrs que nous pourrons développer ce qu'on appelle des pôles ruraux de production et de développement durable qui sont donc des zones résilientes. En parlant donc d'amélioration des conditions de vie, on a vu par exemple au Sénégal, qui est l'un des pays les plus avancés en termes de retombées, l'un des pays phares, qui a beaucoup d'activités qui ont été réalisées dans le cadre de cette Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte, enjeu et débat avec les acteurs du développement est le thème de cette rencontre, une manière d'orienter les incitations et financements de la recherche vers les sujets en prise directe avec les problématiques du développement durable. Vous le savez, Kaolack, la capitale du Saloum, abrite la FICA. La foire internationale de Kaolack a reçu la visite du ministre en charge du plan Sénégal émergent. L'occasion pour Abdelaziz Tall de magnifier cette initiative qui, selon lui, doit faire des émules dans les autres régions pour un Sénégal émergent. Le président de l'Union nationale des chambres de commerce, de l'industrie et des agricultures du Sénégal, Serigne Mboup, également présent à la cérémonie, rappelle aux opérateurs économiques de s'approprier le PSE. Je vous propose de les écouter respectivement, Abdelaziz Tall et Serigne Mboup, au micro d'Abdoulaye Der et Yaya Diallo. Un pays se développe avec des initiatives. Un pays se développe avec des entrepreneurs. Un pays se développe avec un esprit d'entrepreneurship. Un pays se développe évidemment dans la paix, dans la cohésion. Et tout cela semble être reflété à travers ce que nous avons vu aujourd'hui au niveau du centre de Kaolack. L'importance pour les Kaolackois, les Saloum, les Sine et Saloum, de savoir que le PSE, ce n'est pas uniquement Dakar, c'est tout le Sénégal. Et l'exemple même de Cœur de Kaolack, il faut comprendre que c'est un partenariat public-privé. Comme ce qu'il a dit, si chaque région prend en charge son programme de PSE, programme Sénégal émergent, et à l'intérieur de la région, et que les privés essayent de le réaliser en partenariat public-privé, je pense que ça peut être plus. Retour à Dakar pour parler à présent de la 136e édition de l'appel du mardi. À moins d'une semaine de l'événement, Cambérène se part de ses plus beaux atours. Tout ce que la communauté compte comme fidèles s'est mobilisé. Des femmes, des jeunes, la diaspora et les autorités sur place, tous sont à pied d'œuvre pour rendre la ville propre et attrayante à moins d'une semaine de l'événement. Aïssatou Paye, Modou Diop. Les Layènes de la diaspora se mobilisent pour le 136e appel de Seydina Limamou Laye. En Italie comme en Espagne, beaucoup de programmes prévus à cet effet. Nous avons prévu plusieurs programmes, tant sur le volet religieux que social. Cissé Thiaoulaye nous éclaire beaucoup et nous suivons la voie de Seydina Limamou Laye. Nous avons des programmes pour les nécessiteux et nous avons aussi des programmes religieux. La communauté layène est une et indivisible. Nous vivons hors du pays, mais nous nous activons toujours à l'appel de Seydina Limamou Laye et en bon fidèle. Les femmes de l'Union de la coordination de la gestion des déchets solides viennent donner un coup de main pour assainir la ville de Cambérène avant le grand événement.
Nous souhaitons que nos maisons ainsi que toute la ville soient propres pour bien accueillir les invités. Nous sommes prêts à sortir de nos maisons et à descendre de nos lits. Nous, les femmes de l'UCG, venons donner un appui. C'est notre travail de rendre la ville propre. Même le maire des Parcelles Assainies et les jeunes de Combérène mettent la main à la pâte. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est juste une participation à l'appel du mardi. C'est comme si nous nettoyons nos propres demeures. Nous ne voulons plus voir des charrettes et des ordures ici. Tous les jeunes sont dehors pour nettoyer la ville de Combérène. Ce que nous faisons, c'est une obligation. Tout sera bientôt fin prêt pour célébrer dans la dévotion le 136e appel du mardi Seydina Limamou Laye. La page des sports que nous ouvrons tout de suite avec du foot, 21e journée de Ligue 1. Le Casa Sport domine l'US Ouakam 1-0 au stade d'Amba Diop. Une victoire qui permet à l'équipe de reprendre sa place de leader. Un compte-rendu signé Cheikh Sadibou Diarra, Cheikh Tidiane Diao et Mardia. Le Casa Sport gagne et retrouve la première place du classement de la Ligue 1. Le club du Sud est venu battre l'US Ouakam 1-0. Un coup franc à la 60e minute de Faustin Senghor a surpris le gardien wakamois, le seul fait d'armes d'un match soporifique. On s'est dit c'est un match piège pour nous. On a des joueurs, beaucoup de joueurs à l'infirmerie. On va aller jouer, mais on n'ira pas à l'abordage comme on a l'habitude de le faire. Venir sans à l'heure bousculer les gars, camper notre jeu dans leur match de terrain. On va être très prudent et jouer avec eux. Si on a le ballon, s'il a des espaces, on les avale. S'il n'y a pas d'espace, on attend. Jusqu'au moment où on a d'espace pour mettre le ballon là-dedans. Et quand on l'a fait, il fallait fermer la baraque. Parce qu'on a trop de joueurs à l'infirmerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas voulu être extrêmement offensif. Il fallait être très prudent. S'il fallait prendre un point et aller à la maison, mieux vaut le prendre pour ne pas être distancé par les autres. Et c'est ce qui s'est passé. Pour l'US Ouakam, c'est encore un match sans victoire malgré quelques offensives en fin de partie. Malheureusement, sur un coup franc magistralement tiré, une mauvaise appréciation du gardien de but, on prend un but bête, un but vague, mais c'est comme ça le football. Hein. Il y a une bonne réaction, les changements qui ont été opérés, on a mené beaucoup de sang, mais malheureusement, on n'a pas pu remettre les pendules à l'heure. C'est comme ça le football. Hein. On a perdu 1 point, on a perdu 3 points, c'est comme ça le football. Avec cette défaite, les Wakamois reculent à la 8e place du classement avec 25 points, tandis que le Casa reste leader avec 33 points. Et avec cette défaite de l'US Ouakam, nombreux sont les supporters Wakama et les observateurs qui accusent Malik Daf d'user d'une tactique frileuse. L'entraîneur de l'US Ouakam botte en touche. Pour lui, il ne fait qu'avec les moyens du bord, un effectif réduit et surtout inexpérimenté. Je vous propose de l'écouter avec Cheikh Sadibou Diarra et Mardian. Les joueurs que j'ai, je pense que je fais actuellement, si les gens vraiment voient l'équipe de Ouakam avec tous les joueurs qu'ils connaissaient, envoyer cette équipe neuve qui depuis le championnat a eu seulement 3 défaites, je pense qu'il faut vraiment être logique dans la vie. Ce n'est pas normal de dire que l'équipe manque de projet de jeu. L'équipe de Ouakam n'a jamais été ridicule dans le championnat. Peut-être on est trop faible en attaque et c'est le problème de tous nos attaquants sénégalais. Parce qu'il y a eu trop de départs en attaque. Notre attaquant qui était notre meilleur buteur, Seyni, a été opéré. Pape Samba, le second qui suppléait Seyni, il y a eu un décès parce que son père est décédé. Donc on a su puiser dans les équipes réserves ou les juniors pour venir jouer dans ce championnat. C'est comme ça le football, il faut être logique. On n'a pas les meilleurs joueurs du championnat, on travaille avec ce qu'on a. Et voilà qui met un terme à ce journal que j'ai été ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à minuit. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn et tout de suite la suite des programmes. Ce sera dans permanence avec Chérif qui est déjà dans le studio. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah et merci beaucoup. Bonsoir chers téléspectateurs, restez avec nous dans un instant l'invité du 20h. On va parler de la formation professionnelle. À tout de suite.